descend vers l'Égypte. Alors que quand on regarde une carte géographique aujourd'hui, on aurait tendance à croire que, en partant de l'Afrique centrale, on monte vers l'Égypte. Hein? Alors que Cheikh Anta Diop, lui, il dit que non, 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 non. Ils étaient en Afrique centrale et puis ils sont descendus vers la région du Delta. Hein? Il utilise l'expression descendre. Hein? Alors, c'est ça qui est assez intéressant. Et alors, bon, tu fais bien de le mentionner parce que souvent, on ne fait pas attention à ce détail quand on écoute et même quand on lit chez Anta Diop, il parle toujours de descendre. Hein? C'est-à-dire que les Égyptiens sont descendus en quittant l'Afrique centrale, ils sont descendus pour aller vers la région du Delta et non pas monter. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais. Alors, comme tu sais, hein, Zamba, nous, donc avec l'OMS Foot, on a toujours établi un principe dans nos échanges. On ne s'interrompt pas, on écoute, et c'est ce que nous appliquons toujours. Quand les gens montent, ils ont quelque chose à dire, nous prenons le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire, et ensuite, tu réponds. Mais nous n'interrompons pas. C'est une règle que nous tenons notamment de Nelson Mandela, comme tu nous l'avais expliqué, qui justement expliquait comment, dans ce qu'on appelle, comme chez nous, le mbongi, comment les échanges se déroulent. Donc voilà, c'est un peu pour que les gens comprennent comment nous fonctionnons au cours de nos échanges. Maintenant, il y a aussi une autre règle, c'est aussi en Afrique, j'imagine, hein, quand il n'y a plus de questions, eh ben on s'arrête. Ça sert à rien de vouloir bavarder pour bavarder. Il faut être sage. Quand il n'y a plus rien à dire, puisque manifestement notre invitation à ce que les gens viennent échanger, je n'ai pas d'autres demandes, eh ben on va pas insister à ce moment. Mais de toute façon, il y aura encore d'autres occasions. On verra samedi prochain, on sera toujours là. Pour l'instant, nous sommes encore sur le système, sur le principe de l'échange ouvert. Voilà. Kémit, d'abord, une fois de plus, merci pour ta patience. Merci d'avoir accepté de monter et grâce à tes questions, Zamba a pu encore préciser sa pensée. Zamba, oui, je t'en prie, vas-y. Une petite question. Non, mais je t'en prie, vas-y. Oui. Au début, il avait montré la carte en fait de migration des populations d'Afrique centrale vers le delta. D'accord. Et je sais que il y a des fresques de la reine Assetou qui montrent en fait que elle est peut-être montée ou descendue, hein, bon, enfin bref, le langage moderne, voilà, elle est descendue dans le pays de ses ancêtres qui s'appelait le pays de Punt. Est-ce que c'est justement cet Angola-là dont on parle? Parce que justement, quand les égyptologues occidentaux situent le pays de Punt, on a remarqué que au début, ils voulaient situer le pays de Punt au Moyen-Orient. Et après, ils ont compris que non, c'est pas le Moyen-Orient parce que quand même, les animaux qui sont décrits ne sont pas au Moyen-Orient, c'est forcément en Afrique centrale. Et ils ont mis, si vous regardez bien un petit peu les cartes du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, etc., ils ont placé le pays de Punt au niveau de là où il y a l'Angola, tout ça. Bon, tout ça, c'est quand même la région des Grands Lacs. Est-ce que ces populations est-ce que ces populations étaient de petite taille? Parce que certains égyptologues afrocentrés disent que ces populations étaient de petite taille. Et est-ce que ces populations s'appelaient les Anou? Troisième question, est-ce que ces populations d'Afrique centrale étaient les seules populations sur le continent, à l'intérieur du continent, à avoir formé des petits groupes, parce que ça s'est pas fait comme ça, ça s'est vraiment fait en petits groupes.
sur toute en fait la vallée du Nil. En fait, c'était toute la vallée du Nil qui traversait le pays de Couche, en fait, jusque au delta qui donne vers la Méditerranée. Donc, c'était des petits groupes qui étaient sur la vallée du Nil, qui étaient en train, en fait, de se sédentariser sur cette vallée du Nil pour créer ensuite l'Égypte, bon, la haute et la basse Égypte. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres populations qui venaient de l'Ouest? Est-ce qu'on a des traces historiques à ce jour de l'état de l'histoire, de l'anthropologie, etc. Est-ce qu'il y a des traces historiques de populations qui viendraient de l'Ouest de l'Afrique et pas simplement en fait du bassin du Congo, etc. Est-ce qu'on aurait des informations là-dessus? Alors, ça, c'est une bonne question parce que, effectivement, il y a une théorie qui fait venir les Égyptiens du Sahara, c'est-à-dire que il y aurait donc un peuplement à partir donc du Sahara. Et bon, cette théorie-là ne tient pas la route. Mais ceci étant dit, de toutes les manières, à cette époque reculée, là, l'Afrique n'était pas vide. Elle était peuplée, on peut dire, un peu partout. Hein. Elle était peuplée, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que l'impression, c'est-à-dire que la façon dont on est en train de présenter les choses, ça donne l'impression que, bon, voilà, il n'y a que la trajectoire des peuples égyptiens qui a existé et puis d'autres n'ont pas existé. Hein, que dans le fond, l'Afrique était vide, il n'y a que l'histoire de l'Égypte dans le fond. Bon, ça aussi c'est un problème parce que l'Égypte est une partie de l'histoire. Elle n'est pas à elle seule toute l'histoire de l'Afrique. Hein, parce que d'autres peuples aussi ont existé à la même période ailleurs en Afrique. Mm-hmm. Et leur histoire, alors, elle n'existe pas. Tu vois? Donc, tu vois que ça veut dire que il faut faire attention de ne pas raconter l'histoire de l'Afrique en se limitant au parcours des Égyptiens. Un peu dans le sens de dire que l'histoire de l'Afrique commence donc en Afrique centrale, et puis après, ça continue vers l'Égypte, et puis après, bon, il y a les pyramides et tout ça là-bas. Donc, ce narratif-là, ça, c'est pas un bon narratif. Parce que la trajectoire historique des Égyptiens, c'est une trajectoire parmi tant d'autres trajectoires d'autres peuples qui ont existé à la même période. Hein? Donc, l'histoire de l'Égypte tout seul n'explique pas toute l'histoire de l'Afrique. Parce que dans ces parcours migratoires, les Égyptiens n'ont pas rencontré des territoires vides. Hein? Même quand on dit, par exemple, que il y a eu des Égyptiens qui ont quitté l'Égypte et qui sont partis vers l'Afrique de l'Ouest pour former d'autres peuples. Mais il ne faut pas oublier que ces populations-là, dans leur migration vers l'Afrique de l'Ouest, ils ont rencontré d'autres gens là-bas. Ce n'était pas vide. Ce n'était pas vide. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait la migration vers l'Afrique de l'Ouest, ils rencontraient des gens au cours du parcours. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest n'était pas vide. Il y avait des gens. Il y avait des gens qui vivaient là. Il y avait des gens qui vivaient là. D'autres Égyptiens qui sont revenus en Afrique centrale. En revenant en Afrique centrale, ils ont trouvé des gens qui vivaient là. Ce n'était pas vide. Donc, il faut faire attention avec cette histoire-là qui veut tout réduire à la trajectoire historique des peuples égyptiens en disant que voilà, ça c'est l'histoire de l'Afrique, elle est là.
il a commencé comme ça avec la migration des Égyptiens et tout ça. Non, 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 non. Il y a d'autres peuples aussi qui existaient et qu'il faut aussi raconter leur histoire et mettre ça dans un ensemble. Hein, et mettre ça dans un ensemble. Si je prends par exemple les Khoikhoi, en Afrique du Sud, hein, eux, ils n'ont jamais été en Égypte. Ils ont toujours été là où ils sont. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ils font pas partie de l'histoire de l'Afrique. Hein? Tu vois? Donc, ça veut dire que voilà, donc cette histoire de l'Égypte là, il faut vraiment faire attention de ne pas réduire l'histoire des peuples africains à l'expérience égyptienne. D'autres peuples aussi ont expérimenté d'autres parcours à leur manière. Hein, et l'Égypte n'est que une branche parmi d'autres branches. Hein, il n'est qu'une branche parmi d'autres branches. Alors maintenant, la question de ceux qui sont petits et d'autres qui sont grands. Alors, il y a une théorie que les Européens ont introduite en Afrique. C'est la théorie des trois races. Enfin, avant, on appelait ça comme ça. Hein? La théorie des trois races. Aujourd'hui, on parle d'ethnie et des choses comme ça. Donc, on classait les peuples africains en trois catégories. Il y a donc les pygmées, les bantous et les nilotiques. Ils ont été classés comme ça en fonction de leur taille. Les pygmées sont donc petits de taille, les bantous sont donc de taille moyenne et les nilotiques sont de très grande taille. Et pendant longtemps, on a fonctionné avec une vision des peuples africains en les classant dans l'une des trois blocs. Alors ça, c'est complètement ridicule. Et ça ne correspond pas à nos réalités. On ne se place pas en fonction de la physionomie. Hein? C'est-à-dire que tu es petit de taille, tu as un nez comme ça, etc. Donc toi, tu es comme ça. C'est pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Ça, ce sont les Européens qui ont amené ça. Qu'il y a des petits détails qui sont comme ça, il y a des grandes tailles qui sont comme ça. Ça, c'est la pensée européenne raciste, racialiste, qui a amené ça en Afrique. Et malheureusement, beaucoup ont conscientisé ça et ça terminait dans des tragédies comme on a vu au Rwanda. Parce que des gens ont conscientisé l'idée que certains sont autochtones parce qu'ils sont pygmées. Hein? D'ailleurs, même Cheikh Anta Diop raconte que dans sa jeunesse, on enseignait que les autochtones, les seuls autochtones en Afrique, c'était les pygmées. Et tous les autres venaient d'Asie. Hein? Dans cette théorie-là, fait venir les Africains de grande taille d'Asie. Incroyable. Hein? Ça, c'était les théories qu'on enseignait à l'époque de la jeunesse de Cheikh Anta Diop. Hein? Donc, si vous êtes grand de taille aujourd'hui, vous n'êtes pas autochtone d'Afrique, vous êtes des Asiatiques. Hein? Les seuls autochtones, ce sont les pygmées. C'était ça les théories. Hein? Et donc, après, il y a cette histoire-là de pygmées bantous nilotiques. Jusqu'aujourd'hui, hein, on enseigne ça. Qu'il y a des nilotiques en Afrique, il y a des bantous, il y a des pygmées. Jusqu'aujourd'hui, on enseigne ça. Alors que c'est une théorie fausse.
Moi, j'entends souvent, il y a aussi les peuples Yoruba qui parlent souvent, d'ailleurs, hein, qui disent que avant même le peuplement en fait de la vallée du Nil, il y avait déjà une population. D'ailleurs, je pense qu'il y a le calendrier, mais Yoruba hein, qui est plus ancien, il me semble, 10 000 ans, moins 10 000 ans. Si Foulélé peut le confirmer, je sais plus. Calendrier Yoruba. Eux, quand ils parlent de leur cosmogonie, ils parlent en fait, de leur, enfin, de leurs origines, etc. Eux, ils considèrent qu'ils étaient là avant les Égyptiens et que quand l'Égypte, enfin, moi, en fait, je n'aime pas appeler ça l'Égypte, mais comme toi, tu dis que ça n'avait pas de nom, je préfère quand même encore appeler ça Kémet. Voilà. On va quand même appeler ça Kémet pour savoir en fait de quelle Égypte on parle exactement, parce qu'on parle de l'Égypte négro-africaine et pas parce que l'Égypte a quand même eu plusieurs Égyptes dans l'Antiquité. On va parler de l'Égypte négro-africaine que nous, pour l'instant, on considère encore comme Kémet ou Kama. Bon, ça dépend. Hein, voilà. Et donc, je disais que les Yoruba considèrent qu'ils étaient là donc largement avant les premières populations, la première population qui s'est formée sur la vallée du Nil. D'ailleurs, ils ont un calendrier qui est bien antérieur au calendrier égyptien, qui est de moins 10 000 ans. Donc, et quand l'Égypte a commencé à fleurir, à se sédentariser et à vraiment on va dire, développer une économie qui a attiré beaucoup de monde, les Yoruba eux-mêmes sont partis s'installer en Égypte, donc ils ont formé aussi des peuples là-bas, ils se sont mélangés aussi là-bas aux peuples. On peut considérer que, étant donné que les Yoruba sont des peuples autochtones au continent, ce sont aussi des peuples autochtones à l'Égypte. Les seuls peuples autochtones que je ne considère pas comme étant autochtones à Kémet, ce sont les peuples eurasiatiques. Donc les Yoruba sont partis en Égypte, à Kémet, et après ils sont ressortis. Voilà, les vagues migratoires, ils sont partis à Kémet et ils sont repartis. En fait, ils sont ressortis de Kémet. Donc on peut considérer aussi que voilà que les Yoruba ou en tout cas tous les peuples connus de l'époque où il y a des traces anthropologiques comme les calendriers, etc. Il y en a beaucoup qui sont partis en Égypte, qui sont restés quelques siècles en Égypte et ils sont sortis de l'Égypte. Donc, ils composent aussi génétiquement les peuples autochtones de l'Égypte, quoi. En tout cas, de Kémet. Voilà. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle est encore je veux dire, quand je parle de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire générale de tous les peuples africains dans leur migration et tout ça là-bas. Et voilà, c'est une grande histoire qui est en chantier, hein, qui est en chantier, parce qu'on nous a raconté une histoire, on nous a boutiqué une histoire qui n'a aucun sens. Bon, maintenant, c'est à nous de travailler sur cette histoire-là en fonction de tous ces différents témoignages qui existent, que ce soit chez les Yoruba et autres, etc., etc. Donc, il y a encore un grand travail à faire pour reconstituer le puzzle, hein, parce que voilà, exactement, pour reconstituer tout ce puzzle d'une histoire longue, très très longue dans le temps, plus de 300 000 ans, et plus. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que l'histoire ne commence pas seulement avec l'expérience égyptienne. L'expérience égyptienne. Il y a toute une histoire avant. Il y a toute une histoire riche avant. Je vais vous montrer quelque chose, puisqu'on parle de ça. Ça tombe bien, je vais vous montrer quelque chose. Alors. Par rapport à bon, par rapport à l'écriture, puisqu'on nous dit que l'écriture est née en Mésopotamie, cette image ici, voilà. Ça, c'est un échantillon
c'est un échantillon de la première attestation de l'écriture égyptienne. Hein? Le début, en tout cas, le début connu pour l'instant, hein, à l'état actuel de la recherche, ce sont les premières attestations de l'écriture égyptienne. Ça, ici, c'est à 3400 avant JC. Donc, il y a 5000 ans. Hein, si on compte à partir d'aujourd'hui, on recule, il y a à peu près 5400 ans. Ça, ce sont les premières traces connues à ce jour, à l'état actuel de la recherche, de l'écriture égyptienne. Hein? Alors, quand on regarde un système d'écriture, hein, un système d'écriture, il y a des signes. Il y a des signes pour représenter donc les sons, et il y a des signes aussi pour représenter les quantités, hein, les nombres. Donc voilà, par exemple, des signes de l'écriture hiéroglyphique pour représenter des nombres. Hein, par exemple, ici, ça c'est le nombre 3, 1, ici c'est 12, ça c'est 11. Il y a des signes comme ça pour représenter aussi les nombres. Donc ça veut dire que les systèmes d'écriture ont deux parties, ont une partie qui représente donc les sons et d'autres qui représentent aussi les nombres. Alors, or, quand on regarde sur le fameux os du Shango, hein, voilà une représentation du fameux os du Shango. Donc, en fait, c'est la même chose, hein, mais qui a été photographiée sous différents angles. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce fameux os? Il y a donc des entailles, hein, des entailles qui représentent donc des nombres. Hein. Ce sont des entailles qui représentent des nombres. Ça, c'est il y a au moins 20 000 ans. Au moins 20 000 ans. Hein, au moins 20 000 ans. Si on recule dans le temps, il y a au moins 20 000 ans. Déjà, il y a 20 000 ans, on a déjà inventé un signe graphique pour représenter l'unité. Donc, chaque entaille représente une unité. Hein? Et le trait pour représenter l'unité, ce trait-là, on le retrouve, non, c'est pas ça, on le retrouve, oh là là, on le retrouve donc chez les Égyptiens, vous voyez, pour représenter le 1. Le 1 ici, c'est un trait. Hein, comme sur le bâton du Shango aussi, c'est un trait. Hein. Donc vous voyez qu'entre ce trait-ci, hein, et le trait du bâton du Shango, il y a à peu près 15 000 ans de distance. Hein. Il y a à peu près 15 000 ans qui séparent cette inscription-ci et celle du Shango. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut considérer que ici à Ishango, on a déjà les premières traces de l'écriture. Pourtant, on ne dit jamais que sur cette bâton d'Ishango, il s'agit de l'écriture. Pourquoi? Parce que dans un système d'écriture, il y a une partie de l'écriture pour représenter les sons. Hein. Aujourd'hui, on appellerait les lettres. Hein. Dans un système d'écriture, il y a des chiffres et des lettres. Il y a des chiffres et des lettres. Or, ici, il n'y a que des chiffres, si je peux dire si je peux utiliser les expressions d'aujourd'hui. On peut dire qu'ici, il n'y a que des chiffres, il n'y a pas des lettres. Certes, il n'y a que des chiffres. Eh bien, comme ici,
Hein, comme ici, on voit ici qu'il y a des chiffres aussi. Hein. Donc, vous voyez que les chiffres font partie d'un système d'écriture. Dans un système d'écriture, vous avez des chiffres et des lettres. Mais dans le bâton du Shango, on n'a pas de lettres entre guillemets, on n'a que des chiffres, en quelque sorte. Donc, vous voyez que les premières expériences de l'écriture, on peut déjà les situer à Ishango. Hein. Or, dans l'interprétation des universitaires, on ne considère pas ces inscriptions d'Ishango comme étant une manifestation aussi d'un système d'écriture, puisqu'on a retrouvé seulement un bâton sur lequel il y a des nombres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre pièce qu'on pourrait encore découvrir dans des fouilles. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres pièces où on peut trouver d'autres représentations pour représenter des sons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, à Ishango, on est dans l'Afrique des Grands Lacs. On est dans l'Afrique des Grands Lacs. Hein? Et déjà, dans l'Afrique des Grands Lacs, pour représenter les nombres, on utilise un signe graphique qui est un trait. Hein? Et donc, quand les ancêtres des Égyptiens vont migrer vers le Kemet, donc, quand les ancêtres des Égyptiens vont migrer vers Kemet, ils vont amener avec eux ce trait-là. Et ça va donner le trait qu'on a ici pour l'unité, le trait 1. Donc c'est pour ça que je vous dis que les Égyptiens, quand ils arrivent sur le territoire de l'Égypte, ils arrivent avec déjà un bagage de connaissances qu'ils ont hérité de la région des Grands Lacs. Ce n'est pas en arrivant en Égypte qu'ils ont inventé ça. Hein? Ils arrivent en Égypte, ils avaient déjà, avant d'arriver en Égypte, l'habitude d'écrire de cette manière-là. Hein? Et donc, c'est ça qui vous montre que finalement, ce qui nous fascine de l'Égypte n'apparaît pas comme ça, ex nihilo, mais c'est le fruit d'une longue tradition, hein, qu'on peut faire remonter déjà en Afrique centrale, parce que ici on a déjà des traits, hein, qui représentent des nombres, comme ici en Égypte, hein, comme ici en Égypte, on a aussi des traits qui représentent les nombres. Hein, les traits ici qu'on utilise, ça représente le nombre de 1 à 9. De 1 à 9, hein, comme ici on a 3, 2, 1. Ici, ça c'est un 10. 10 plus le trait, ça fait 11. Ici, ça fait 10 et 10, ça fait 20. 20 et 1, ça fait 21. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, vous voyez que la tradition de l'écriture ne commence pas avec l'Égypte. Il y a déjà des traces qu'on peut déjà identifier dans l'Afrique centrale des Grands Lacs. C'est ça? Effectivement, hein, d'ailleurs, moi j'avais même vu en fait, il y a même des photographies en fait de la croix Ankh, qui daterait en fait de l'Afrique australe, qu'on se trouve au cœur de l'Afrique australe, je sais plus quel pays. Un petit peu avant l'Afrique du Sud, mais je sais pas, ça doit être vers le Zimbabwe ancien, comme ça, on trouve le symbole de la croix Ankh sur des poteries, des artefacts comme ça, quoi.
Donc ça remonte même bien. Je pense même avant même l'Afrique centrale. Hein. Je pense qu'il faut même redescendre vers l'Afrique du Sud même. Oui, c'est ça. C'est ça. Du Sud, oui. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour dire que c'est pas l'Égypte qui a fait tout. L'Égypte aussi est héritière de tout. Elle hérite de toute la science du continent. Voilà. Et la concentration de toute la science du continent. Voilà, exactement. Hein? Or, vous voyez la différence avec l'égyptologie. L'égyptologie s'arrête seulement à l'Égypte et puis elle étudie l'Égypte comme ça, en vase clos, de façon un peu suspendue là, comme si le reste n'existe pas. Hein? Alors que là, je viens de vous montrer la différence qu'il y a entre les traits des nombres en Égypte et les traits des nombres à Ishango. Hein? C'est au moins 15 000 ans. Hein? Au moins 15 000 ans séparent ces deux représentations-là. Hein? Bien avant l'existence de la société égyptienne. Hein? Et ça, Ishango, ce n'est pas le début. Ça, c'est simplement ce qu'on a trouvé pour l'instant. Mais on peut trouver encore, comme tu l'as dit, on peut trouver encore des pièces encore plus anciennes qui viennent, etc. Donc, c'est une longue histoire qui commence il y a très longtemps. Très longtemps. Parce que professeur, il faut aussi faire attention aussi au narratif du bassin Congo, enfin de l'Afrique centrale, parce qu'il y a aussi un courant non kémite, mais qui aime beaucoup aussi tout centrer sur le Congo, alors que justement notre objectif en tant qu'afro-centré, ce n'est pas de faire du Congo le jardin d'Éden où tout a commencé, où tout est Congo centré, etc. Mais c'est de bien d'expliquer que avant justement la formation de la vallée du Nil, il y avait des sciences, des royaumes qui étaient avancés au niveau scientifique un peu partout en Afrique, sur le continent, et qui ont tous contribué, comme j'ai parlé tout à l'heure des Yoruba, ils ont ramené même la science Fa là-bas en Akemet. Il y a les léopards, les léopards en fait du Congo avec un cadre, du bassin Congo avec un cadre, qui ont ramené la prêtrise, une partie de la prêtrise dans la prêtrise égyptienne. Les symboles de la croix ankh qui existaient déjà depuis l'Afrique du Sud, donc en bas du bassin Congo. Donc vraiment je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas être Congo-centré et dire que l'Égypte, c'est l'Afrique entière qui a fait l'Égypte et pas l'Égypte qui a fait l'Afrique. Non, c'est-à-dire qu'il faut suivre la chronologie. Il faut suivre la chronologie. Les trucs des Congo là dont tu parles, c'est le Congo en Angola. Ce n'est pas Congo d'aujourd'hui. Le Congo, c'est le Congo en Angola. Le Congo, c'est le Congo de l'Angola. Or, le Congo de l'Angola n'existait pas à l'époque des Égyptiens. Le Congo de l'Angola, c'est récent dans l'histoire. C'est récent dans l'histoire. Du 20e siècle, ça, c'est pas la même chose. C'est pas. Il y a une théorie qui veut que ce soit les